Action. Vous voulez investir en bourse. Le livret A, c'est pas folichon et pourtant, vous voulez faire fructifier votre argent. Et si vous investissiez en bourse? Vous êtes débutant? Vous voulez vous lancer? Mais vous n'y connaissez rien. Les bases pour investir en bourse, c'est parti. Parlons fric. Salut, c'est Romain de la chaîne Parlons Fric, finance récréative, investissement et crypto. Avant d'investir en bourse, il faut connaître les bases. Ouais, mais la bourse... En fait, vous avez une très mauvaise image de cette dernière. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Sachez avant de commencer que je ne suis pas un conseiller financier. Je rapporte mes connaissances et mes expériences en tant qu'investisseur particulier. Ce contenu, il est mis à votre disposition gratuitement dans un but récréatif et éducatif. Alors aujourd'hui, parlons de la bourse. J'ai énormément de choses à vous dire. Donc, cette vidéo sera certainement un peu plus longue que les précédentes. Et oui, il va falloir faire un petit effort si vous voulez gagner un peu plus d'argent. Du coup, je vous propose que vous alliez chercher un petit snack ou une boisson, et puis moi j'attends et on commence quand vous êtes prêts. Il y a de l'écho ici. Ah, vous êtes prêts? Alors on y va. En France, la bourse a une très mauvaise réputation. C'est comme ça. Je m'en suis réellement rendu compte lorsque j'ai dit autour de moi que je commençais à placer de l'argent en bourse. T'es malade? Tu vas perdre ton argent. C'est pas un peu risqué pour un père de famille? N'importe quoi. La plupart des gens qui m'ont fait ce genre de réflexion n'avaient jamais mis un centime en bourse. Mais alors... pourquoi tant de haine? Il faut savoir que notre système social nous prémunit contre les risques de pauvreté après notre arrêt du travail. Enfin, en théorie. J'espère que ce sera le cas pour les générations à venir, dont la mienne, mais c'est un fait, nous touchons une retraite après que nous ayons atteint l'âge légal. Aux États-Unis, c'est totalement différent. Et c'est ce qui explique peut-être que plus d'un Américain sur deux investit son argent en bourse et que moins de 10% des Français le font. Alors du coup, pourquoi est-ce que la bourse a si mauvaise réputation? Si je vais sur Google et que je tape S&P 500, qui est l'index de référence pour les entreprises aux États-Unis, je regarde le cours de la bourse et là, je me dis « Ah ouais, je vous l'accorde, on est en mars 2022 et avec la situation géopolitique, la bourse fait un peu la tronche en ce moment. » Mais combien même, c'est un excellent exemple. Vous voyez que là, la bourse a ouvert ses portes il y a quelques minutes et déjà... on est dans le rouge. Maintenant, si je vous dis que l'on regarde la courbe sur les 5 derniers jours, là encore, la bourse est dans le rouge. Elle est montée un petit peu, puis elle est redescendue sur les derniers jours. Alors maintenant, essayons de voir sur un mois. Là encore, la bourse a tendance à descendre. Qu'à cela ne tienne, mettons sur 6 mois. 6 mois, c'est toujours dans le rouge. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le moyen terme. Au bout de 6 mois, 1 an, c'est de l'investissement moyen terme. Sauf que, pour gagner de l'argent en bourse, il faut que vous fassiez un investissement sur le long terme. Si vous pensez que vous allez mettre de l'argent et les récupérer au bout de quelques semaines, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Maintenant, regardons les chiffres de la bourse sur un an. Oh! On remarque que sur un an, la courbe est passée dans le vert. Et maintenant, si je vous disais, regardons sur 5 ans. Et voilà, sur 5 ans, vous avez une ligne totalement verte qui monte de manière régulière. En fait, quand vous voyez une ligne rouge sur la bourse, c'est vrai, ce n'est pas un point A vers un point B en ligne droite. Ça fait des fluctuations. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Mais lorsqu'on investit son argent sur le long terme, il y a très peu de risques, puisqu'en fait, les entreprises vont gagner plus d'argent sur la durée. Imaginez que vous commencez votre vie active à 20 ans, vous espérez qu'à 50 ans, vous gagnerez plus. Les entreprises, c'est exactement le même principe. Vous pouvez voir ici qu'il y a un gros trou. Et ça, c'est la crise du Covid. Même après une crise de Covid, on remarque que la bourse a atteint le niveau pré-crise après quelques mois. Donc combien même vous auriez perdu de l'argent, il suffit d'être un petit peu patient et vous allez récupérer vos gains. Gardez à l'esprit que la bourse est certainement le meilleur investissement. En tout cas, celui qui offre le meilleur rapport risque-résultat. Certains ont fait fortune en achetant des bitcoins lorsqu'ils sont sortis et, après quelques années, sont devenus millionnaires, voire milliardaires. Mais à quel prix? Est-ce que vous prendriez ce risque? Moi, je ne le prends pas. D'ailleurs, mes investissements personnels en crypto ne représentent que quelques pourcents de mon patrimoine. J'ai encore besoin de vous convaincre. Alors regardez le top 10 des hommes les plus riches du monde. À votre avis,
sur ces 10 personnes, combien sont riches grâce à leurs actions en bourse ? 10. 100% des 10 hommes les plus riches du monde sont riches grâce à leur portefeuille d'actions. Ou en tout cas, leurs actions représentent la majorité de leur patrimoine. Du coup, la bourse, qu'est-ce que c'est ? Pour imaginer la bourse, imaginez que vous alliez le samedi matin au marché à côté de chez vous. C'est exactement le même principe, sauf que vous n'allez pas y aller physiquement. Pour vulgariser, la bourse, c'est un endroit où 3 types d'acteurs se rencontrent. Dans un premier temps, il y a les vendeurs. Ce sont des entités privées ou publiques qui vont vous vendre des produits. Ensuite, il y a les acheteurs. Les acheteurs, ce sont ceux qui vont acheter le produit. Et entre les deux, on a les intermédiaires. Mais alors, sur ce marché, qu'est-ce qu'on vend ? Sur le marché boursier, vous trouverez 3 types de produits. Vous avez très certainement déjà entendu leur nom, mais essayons de comprendre ce qui se cache derrière le mot. Tout d'abord, vous avez les produits de propriété, à savoir les actions. Une action, c'est une petite partie d'une entreprise. Voyez ça comme un titre de copropriété. Vous êtes copropriétaire de l'entreprise avec l'ensemble des actionnaires. En étant propriétaire d'une action, vous êtes propriétaire d'une infime partie de l'entreprise. Cela va vous octroyer un certain nombre de droits, comme par exemple l'accès aux chiffres financiers de l'entreprise ou un droit de vote aux assemblées générales, ou même encore faire partie de la liste des créanciers si jamais l'entreprise fait faillite. Mais vous êtes tout en bas. Bref, une action, c'est une propriété. L'investissement dans une action représente un risque modéré suivant l'entreprise dans laquelle vous allez investir. Deuxième type de produit, c'est l'usage de cette propriété. Une entreprise privée ou publique a besoin de se financer. Pour ça, elle va faire appel à du capital extérieur. On parlera ici d'obligations. Du coup, elle va louer l'usage de l'argent. C'est un peu le même principe que lorsque vous faites un crédit à la banque. Vous avez une durée avec un taux d'intérêt et au fur et à mesure, le montant de l'obligation va diminuer. Vous allez prêter votre argent, recevoir des intérêts et être remboursé petit à petit. Investir dans les obligations représente un risque plutôt faible et d'ailleurs, on n'est pas obligé de passer par la bourse pour s'en procurer. On peut très bien investir à travers l'enveloppe de l'assurance vie dans les obligations. Et enfin, le troisième type, ce sont les produits dérivés. Que sont les produits dérivés ? En fait, il existe plusieurs sortes de produits dérivés, comme par exemple les options. Pour comprendre le principe d'une option, il faut vous baser sur quelque chose que vous achetez et dont le prix fluctue en fonction du marché. Par exemple, l'essence. Imaginez que vous alliez à la station essence. Vous voyez que le litre est à 1 €. Bref, vous allez voir le pompiste et vous lui dites que vous voulez placer une option sur le carburant à 1 €. Et pour ça, vous allez lui donner 1 €. Ça veut dire qu'un mois plus tard, vous retournez à la station essence et là, il y a 2 scénarios possibles. Dans le premier scénario, le prix du carburant a baissé. Au lieu d'être à 1 €, il est à 80 centimes. Dans ce cas-là, vous êtes perdant, puisque vous pouvez faire le plein pour 80 centimes le litre, plus l'euro que vous avez déjà perdu. Maintenant, dans le deuxième scénario, le prix du carburant a doublé et est passé à 2 €. Et là, vous êtes gagnant. Pourquoi ? Vous avez placé une option sur le carburant à 1 € et le pompiste est obligé de vous vendre le carburant à 1 €. Vous allez mettre 1 € fois X litres, plus l'euro que vous lui aviez donné le mois dernier. L'un dans l'autre, vous êtes gagnant. Voilà, c'est ça une option. Vous l'aurez compris, les options sont une arme à double tranchant. Et c'est certainement l'investissement le plus risqué. Parmi les produits dérivés, on compte aussi les ETF. Les ETF, on le vend en poupe depuis quelques années, mais alors, qu'est-ce que c'est ? Un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions. EDF, Coca, Sanofi. Un ETF ou tracker est un produit mis à disposition par un fonds d'investissement qui va se proposer de gérer pour vous une enveloppe. Imaginons que vous cherchiez un ETF sur le CAC 40. Il en existe plusieurs. Et vous pouvez retrouver une fiche détaillée sur Internet pour chacun d'entre eux. Cette fiche
vous devez la consulter pour bien comprendre dans quoi est-ce que vous investissez. Ici, c'est la fiche de l'ETF CAC 40 de Lyxor distributif. Sur cette page, vous avez les informations générales. En haut, vous avez les informations les plus importantes, à savoir le prix de l'ETF, ici un peu plus de 58 €, la capitalisation de l'ETF, c'est-à-dire 3 303 millions d'euros, le code ISIN qui vous permettra de le retrouver chez votre courtier préféré, la performance depuis le début de l'année, là on voit que c'est en négatif, mais encore une fois, la période que l'on traverse est extrêmement volatile. En fait, on est au mois de mars et depuis janvier, le marché est un peu fou. Ensuite, il y a les frais. Lyxor va prendre 0,25% au titre des actions qu'ils vont faire pour vous. Ce sont des frais de gestion, un peu comme si vous mettiez un appartement en gestion locative. Vous n'avez rien à faire, mais l'intermédiaire prend une partie de vos gains. Soyons honnêtes, 0,25%, c'est pas grand-chose. Et enfin, la politique de distribution, ici on voit que c'est distributif. Lorsque l'ETF est distributif, vous allez toucher les dividendes. Lorsque celui-ci est capitalisant, il va réinvestir les dividendes que vous toucherez grâce à l'ETF. Sur cette fiche, vous trouverez également les positions, à savoir quelles actions sont dans le panier. Le but principal d'un ETF, c'est de miser sur la diversification. Donc, lorsque vous allez investir, par exemple, 100 €, eh bien, Lyxor va tout simplement placer 11,41 € chez LVMH. Puis 7,94 € chez Total, 7,10 € chez Sanofi, et ainsi de suite. La répartition, vous pouvez la voir par entreprise ou par secteur. On voit très bien ici que la plupart des entreprises qui composent cet ETF sont principalement en France. Il peut être intéressant de vous diversifier d'un point de vue géographique, mais ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard. Lorsque vous investissez en bourse, vous pouvez faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire choisir par vous-même les actions dans lesquelles vous voulez investir, mais vous pouvez aussi choisir un investissement passif. Et c'est tout l'enjeu d'un ETF. L'ETF vous garantit, à travers des frais de gestion, que quelqu'un s'occupe de gérer l'investissement à votre place. Le deuxième point fort de l'ETF, c'est donc la diversification. Tout simplement parce que c'est le fonds d'investissement qui choisit de distribuer le total de votre investissement dans différentes actions. Voilà, maintenant vous avez compris que la bourse, c'est un marché et qu'il y a des produits que vous pourrez acheter. Vous croyez que vous êtes prêt à investir en bourse ? Non. Vous n'êtes pas prêt ! Je vais faire une grosse partie sur les risques. Je sais, ça va être la partie la plus compliquée pour vous, mais il faut absolument que je vous parle des risques. Lorsque vous faites un investissement, le rendement, c'est un peu le salaire de la peur. C'est-à-dire que le rendement va rémunérer le risque que vous prenez avec votre investissement. Lorsque le risque est nul, comme sur le livret A, le rendement est bas. S'il y a plus de risques, le rendement est plus haut. D'une manière générale, vous ne devez jamais investir en bourse de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. C'est la base. C'est très important car oui, effectivement, votre argent va être exposé à un certain nombre de risques. Le premier et certainement le plus gros risque auquel vous allez être confronté, c'est l'appât du gain. Oui, vous allez vouloir gagner beaucoup d'argent et donc vous allez prendre beaucoup de risques. Il faut vous maîtriser. Il faut bien comprendre que c'est une course de fond et pas un sprint. La perte en capital est une réalité. Vous allez perdre de l'argent à un moment ou à un autre. Si vous vous croyez plus malin qu'un autre et que vous essayez de timer le marché, vous allez perdre. Mais ce n'est pas votre cas, vous ne voulez pas trader, n'est-ce pas ? Le deuxième risque, c'est surtout le manque de connaissances. Lorsque vous commencerez à investir en bourse, restez simple, ne prenez pas de risques. Ne vous dispersez pas. Si vous avez envie de vous acheter une voiture, est-ce que vous allez chez le concessionnaire et vous faites Amstram, Gram, ah bah c'est celle-là que je vais prendre? Non, en bourse, on ne fait pas ça non plus. Formez-vous, documentez-vous. Et quand je veux dire vous formez ou vous documentez, parlez fric avec Romain un quart d'heure par semaine, ça ne compte pas. Le troisième risque, ce sont
vos émotions. Si le temps est votre meilleur allié, vous êtes votre pire ennemi. N'ayez pas peur, ne stressez pas, ne regardez pas le cours de la bourse toutes les heures. D'ailleurs, un petit conseil, une fois que vous avez investi, si vous êtes débutant, enlevez l'application de votre téléphone. C'est plus simple, vous êtes là pour investir sur le long terme, savoir que votre action a pris 10 centimes en une heure ou perdu 3 € en une journée, ça ne compte pas. Je vous l'ai dit, vous allez perdre de l'argent, mais ce sera certainement temporaire. Ne paniquez pas. Et enfin, le dernier risque, c'est ce qu'on appelle les crises, voire les cracks. En fait, qu'est-ce que c'est? En fonction de la situation, en ce moment par exemple, c'est la situation géopolitique, le marché va s'affoler. Laissez-le. Les actions vont chuter et donc votre investissement va chuter. Mais je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple avec la crise du Covid, il a fallu quelques mois pour retrouver le niveau d'avant la crise. Quelques mois sur un investissement long terme, c'est rien. Mieux encore, si le marché a tendance à baisser, vous pouvez considérer que c'est les soldes. Et oui, vous allez acheter plus d'actions avec le même montant. C'est pas génial ? Bref, je vais pas m'étendre plus que ça, mais j'espère que vous aurez compris qu'il y a des risques et que vous devez gérer votre argent comme bon vous semble. Ne laissez personne vous influencer, investissez sur ce que vous croyez et sur les recherches que vous aurez faites. C'est bon ? On n'en parle plus ? Bon, j'espère qu'il reste encore du monde. Maintenant que vous avez pris conscience de ces risques, voyons quelles sont les 3 grosses stratégies lorsqu'on veut mettre de l'argent en bourse. La première stratégie, c'est le trading. Je vais commencer par celle-ci et je vais essayer d'être le plus rapide et concis possible, tout simplement parce que ce n'est pas ma stratégie, c'est pas la vision à laquelle j'adhère, c'est la stratégie qui m'intéresse le moins et donc par conséquence que je connais le moins. Dans les grandes lignes, le trading, c'est un métier. Acheter au plus bas pour revendre au plus haut, ça nécessite de l'expérience, des connaissances et des nerfs d'acier. En fait, tout ce que je ne suis pas en tant qu'investisseur particulier, et j'imagine que c'est votre cas aussi. Ce sont des gens qui sont à la recherche de la performance. Alors oui, nous aussi, nous recherchons à faire de la performance. Mais nous sommes peut-être un peu moins pressés. Et les enjeux de nos enveloppes sont moins critiques. Rappelez-vous que le montant de vos gains représente la rémunération des risques que vous avez pris. Lorsqu'on vous dit que vous pouvez tout perdre en bourse, c'est une vérité absolue. En tout cas, en trading. Prendre les risques maximum pour obtenir un profit maximum, ça ne s'improvise pas. Si vous n'avez pas peur de nager au milieu des requins, allez-y. Mais c'est sans moi. Salut! Voilà. Dans l'optique de vous donner une vue globale sur ce qu'est la bourse, je me devais d'en parler, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je referme la parenthèse et je n'y reviendrai plus. Les 2 stratégies suivantes sont des stratégies dites long terme. C'est-à-dire que vous allez placer votre argent sur des années, voire des décennies. Vous allez devoir faire le choix entre 2 critères. Ici, on oppose les notions de croissance et de valeur. Tout d'abord, il y a la croissance. C'est la stratégie long terme par excellence. Vous allez rechercher des entreprises dont la valeur va grimper dans les années ou les décennies à venir. Cette prise de valeur sera votre objectif principal. Vous allez rechercher des plus-values latentes avant de prendre vos gains. Attention, je ne parle pas de spéculation, d'accord ? On ne va pas chercher des entreprises qui sont cotées quelques dollars ou quelques euros et essayer de faire x10, x100, x1000. Non. Je parle d'entreprises avec des fondamentaux solides, mais qui vont avoir une croissance à 2 chiffres sur plusieurs années consécutives. Si je devais vous donner des actions de croissance aujourd'hui, je pourrais vous citer Tesla, Google, d'ailleurs tous les gammes, puisque Facebook est devenu Meta, ou par exemple le groupe LVMH. Voilà, ce sont des entreprises qui ont une forte croissance et donc vous allez estimer que vous allez gagner X% sur plusieurs années. Je reviendrai très certainement dans une prochaine vidéo sur les différents critères qui permettent d'identifier une entreprise de croissance. Par opposition à cette stratégie de croissance, on peut également aller chercher des entreprises qui versent un dividende. Un dividende, c'est tout simplement une participation aux bénéfices de l'entreprise. En effet, une entreprise peut décider, parce que ce n'est pas une obligation, de rémunérer ses actionnaires lorsqu'elle a fait un chiffre positif. Le montant des bénéfices versés par rapport aux bénéfices touchés par l'entreprise est appelé payout ratio. Yes, of course. Plus ce ratio est bas, plus c'est bon pour la santé de l'entreprise. Si l'entreprise fait une année un peu moins bonne,
elle sera certainement toujours en capacité de verser son dividende. Mais si le dividende est trop haut et que ce ratio représente une trop grosse part des bénéfices et que les bénéfices s'écroulent l'année suivante, alors l'entreprise pourra soit diminuer son dividende, soit le couper, ou alors s'endetter pour le payer. Il ne faut pas sous-estimer les dividendes. C'est très important pour les entreprises. C'est un peu l'image de marque d'une entreprise au niveau de la bourse. Du coup, la valeur de cette entreprise est plus importante que sa croissance. On cherche des entreprises stables qui existent depuis des dizaines d'années et qui ne risquent pas de couler. On parle en général d'entreprises too big to fail, c'est-à-dire des entreprises qui sont trop grosses pour faire faillite. Mais attention, c'est à double tranchant. Si vous cherchez un dividende trop élevé, ça peut être un piège pour attirer des investisseurs. Ce n'est pas une garantie de la santé de l'entreprise. Au contraire. Du coup, on peut voir des entreprises de valeur qui sont des entreprises de renom international et qui versent des dividendes depuis des années. Par exemple, Coca-Cola, 3M ou même McDonald's. Dans la stratégie des dividendes, on mise sur l'image de marque de l'entreprise. L'image de marque, c'est quoi ? C'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il y a des clubs très fermés d'entreprises versant des dividendes. Lorsqu'on cherche à investir sur des entreprises à dividendes, nos cibles favorites seront d'abord les dividendes aristocrates, qui sont des entreprises qui versent un dividende depuis plus de 30 ans. Mais ce ne sont pas les seuls. Au-dessus des aristocrates, il y a aussi les kings. Les dividend kings versent un dividende depuis plus de 50 ans. Vous croyez toujours que mettre de l'argent en bourse sur une entreprise qui verse un dividende depuis 50 ans, c'est risqué ? Avant de vous lancer, il reste une dernière étape que l'on doit voir ensemble, c'est la fiscalité. Mais oui, si vous gagnez de l'argent, vous pensez bien que l'État va se servir. D'une manière générale, tous les produits financiers sont assujettis à ce qu'on appelle la flat tax. C'est le cas pour les cryptos, pour les royalties et aussi pour les gains en bourse. Cette flat tax, elle représente 30% des montants gagnés. Si vous achetez une action à 100 € et qu'au bout de 5 ans, le prix de celle-ci a doublé, elle vaut désormais 200 € et vous décidez de vous arrêter là, vous la revendez. Votre plus-value latente est devenue un gain, vous avez gagné 100 € bruts. Vos 100 € bruts sont en fait 70 € net. Dit comme ça peut paraître énorme, mais je vous parle quand même d'une action dont le prix a doublé en l'espace de 5 ans. Si vous aviez mis 100 € sur votre livret A à 1% annuel, il vous aurait fallu un peu moins de 100 ans pour arriver au même résultat. C'est donc normal que la taxe soit un peu plus élevée puisque le rendement est un peu plus élevé aussi. L'un dans l'autre, vous êtes quand même gagnant. Cette flat tax, vous devrez la déclarer lorsque vous ferez votre déclaration d'imposition au mois d'avril ou au mois de mai. Mais alors du coup, de quoi est composée cette flat tax ? Tout d'abord, il y a les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Ensuite, il y a les impôts sur le revenu à 12,8%. Et là, je suis sûr que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il me donne des montants avec des virgules alors que je peux me rappeler que ça fait que 30%? Et j'y viens. Pour investir en bourse, vous aurez le choix entre deux enveloppes. La première enveloppe, c'est le CTO, compte titre ordinaire. Grâce à lui, vous serez capable d'investir sur l'ensemble des produits mis à votre disposition sur le marché boursier. De même, vous serez capable d'investir à travers des produits proposés dans le monde entier. Les seules restrictions que vous pourriez avoir seraient en fait liées à votre intermédiaire, c'est-à-dire votre broker. Concernant la fiscalité du CTO, c'est très simple, on applique littéralement la flat tax, soit 30% des gains réalisés. Vous ne devrez payer la flat tax que lorsque vous aurez soldé votre position, que vous aurez vendu votre action et que ces gains seront arrivés en tant que liquidité dans votre compte titre. Tant que vous n'avez pas touché vos gains, vous n'avez pas à payer d'impôts. C'est la différence qu'il y a par exemple avec les dividendes. Les dividendes vous seront versés régulièrement. Les dividendes également sont assujettis à la flat tax et donc vous retirerez 30% du montant brut pour avoir votre montant net. Mais à côté du CTO, il y a une deuxième enveloppe très spécifique à la France qui s'appelle le PEA, Plan d'épargne en action. Le PEA est une enveloppe spécifique mise à disposition par l'État français pour favoriser les investissements en France d'une manière générale, mais aussi en Europe. C'est tout simplement
un moyen d'attirer les investisseurs pour mettre leur argent dans l'économie locale. Le PEA bénéficie d'une fiscalité avantageuse. Pour bénéficier de cette fiscalité avantageuse, vous devez détenir votre PEA pendant plus de 5 ans. Si jamais vous faites un retrait d'argent de votre PEA vers votre compte courant avant la 5e année, alors cela entraîne la clôture du PEA et vous devrez tout recommencer. Mais une fois la 5e année passée, vous allez bénéficier d'une exonération de taxes. Là où les autres investisseurs devront s'acquitter de la flat tax à 30%, sur votre PEA après votre 5e année, vous ne devrez payer que 17,2%, soit simplement les prélèvements sociaux. C'est un avantage non négligeable, mais n'oubliez pas que pour cela, vous serez obligé de prendre des actions en France et en Europe. Maintenant, vous avez les notions de base pour comprendre ce qu'est la bourse. Bien entendu, ce n'est pas forcément suffisant et je vous invite à compléter cette initiation avec d'autres sources, que ce soit sur YouTube, dans des livres ou des articles. Vous y êtes presque, mais est-ce suffisant? Peut-être, peut-être pas. Pour tout vous dire, avant de commencer à mettre mon premier centime en bourse, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures à me documenter. C'est mon argent, je ne veux pas en faire n'importe quoi, je ne veux pas gâcher l'argent de mon foyer, et donc du coup, j'ai la responsabilité de cet argent. Donc je ne vais pas en faire n'importe quoi. C'est bon, Mamour, pose ce flingue maintenant. En fait, si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a moyen de faire fructifier son argent en bourse. Et c'est quelque chose que l'on ne m'a pas appris et que j'aimerais partager. Maintenant, vous devez faire vos propres démarches, définir votre stratégie et vous lancer. Pour vous lancer, vous devrez faire appel à un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle communément les brokers. Vous pourrez faire appel à 3 types de brokers. Tout d'abord, les brokers dits traditionnels, c'est-à-dire tout simplement votre bureau de banque. Vous allez voir votre banque, vous en parlez à votre conseiller et il se fera un grand plaisir de vous ouvrir un compte et de passer des ordres pour vous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les néobanques, c'est-à-dire les banques en ligne. Et là, tout se passe en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer en agence. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les néo-brokers. Ce sont des nouveaux acteurs de la finance qui proposent des applications mobiles, par exemple. Parmi ces différents courtiers, vous devrez faire un choix et le choix doit reposer sur différents critères. Je ne vais pas les mettre par ordre d'importance, mais sachez que vous devez faire attention à chacun d'entre eux. Tout d'abord, il y a l'interface. Si vous voulez investir en bourse, il faut que l'interface vous plaise, qu'elle soit intuitive, que vous soyez capable de vous y retrouver. Il n'y a rien de pire qu'un broker qui vous propose une interface où vous ne pigez rien et du coup, ça va vous démotiver. Ensuite, il y a le coût de service, parce que certains brokers vont vous proposer de pouvoir investir en bourse avec un abonnement. Par exemple, parfois, c'est un nombre d'ordres par mois. Ensuite, il y a aussi les frais de courtage, c'est-à-dire que pour chaque ordre, le broker pourra éventuellement prendre une commission. Faites attention, c'est un critère très important. Ensuite, faites attention également à la domiciliation. Pourquoi ? Parce que si votre broker vous permet d'investir, par exemple, dans une monnaie étrangère, comme le dollar, il vous faudra prendre en compte le taux de change. Cela peut aussi avoir de l'importance si vous devez faire appel au support. Si le support ne parle qu'anglais et que vous n'êtes pas anglophone, vous allez galérer. Il y a aussi tout l'aspect service, comme par exemple la possibilité de recevoir un IFU, imprimé fiscal unique, qui est un document qui vous permettra de faire votre déclaration d'impôt. Enfin, vous devez aussi faire attention au type de produit proposé. Si votre broker ne vous propose que des actions et que vous voulez investir sur des ETF, ce sera compliqué. Vous ne pourrez pas le faire, il faudra changer de broker. De même, si vous voulez investir sur des grosses actions et que votre broker ne permet pas d'acheter des fractions d'actions, si vous voulez acheter une action Google, il vous faudra mettre 3 000 € d'un coup. Une fois que vous aurez fait vos recherches, que vous aurez vu les différents critères, vous pourrez alors estimer que vous êtes prêt et vous lancer. Pour cela, il faudra commencer un certain nombre de démarches administratives. Suivant le type de broker, ça prendra plus ou moins de temps. Personnellement, j'ai fait appel à Boursorama, ça m'a pris quelques jours. Et j'ai aussi des comptes chez des néo-brokers, et là, la vérification d'identité se fait dans l'heure. En tout cas, aux heures ouvrables. Voilà, cette vidéo, elle était plus longue qu'à l'habitude. J'espère que c'était digeste, que vous avez pris un petit peu de plaisir et surtout que vous avez appris des choses parce que si vous voulez investir en bourse, vous avez besoin de passer par cette étape de formation et de découverte. D'ailleurs, si vous ouvrez un compte,
ne placez pas tout de suite 1000 euros. Vous pouvez peut-être commencer avec 50 ou 100 euros et voir comment ça fonctionne pour vous faire votre propre avis. En tout cas, je serais ravi à travers les prochaines vidéos de pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si ça vous a donné envie de vous lancer. Maintenant qu'on parle le même langage, je vais pouvoir aller un peu plus vite sur la bourse et j'espère pouvoir vous faire très bientôt une première revue de portefeuille pour vous montrer ce que moi j'ai fait de mon argent lorsque je l'ai placé en bourse. Vous pouvez vous réveiller maintenant. Voilà, j'espère que votre snack est fini. Merci d'avoir fait l'effort de suivre cette vidéo, mais n'oubliez pas que c'était nécessaire. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin. Maintenant, vous pouvez aller prendre votre bain ou vous servir un verre, vous l'avez bien mérité. Allez, à la prochaine. Salut!